Salut à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui peut parfois intimider, un examen de chimie. On va voir ensemble comment décortiquer des problèmes qui ont l'air compliqués pour les transformer en étapes simples et logiques. L'objectif, c'est de vraiment craquer le code derrière chaque question. Alors, prêt? On y va? Le but ici, ce n'est pas seulement de trouver la bonne réponse, mais de comprendre la stratégie, de muscler notre raisonnement pour aborder n'importe quel problème de la façon la plus efficace possible. Voilà notre plan d'attaque. On va se concentrer sur 3 exercices typiques. On va commencer par la vitesse de réaction, un peu de cinétique. Ensuite, on va enfiler notre blouse de détective pour une petite enquête en chimie organique. Et on terminera avec la précision d'un titrage. Pour chacun, on va tout décomposer, tranquillement, étape par étape. C'est parti pour le premier exercice. On nous parle de cinétique, de l'oxydation d'un alcool. D'accord. Avant de se jeter sur les calculs, le premier réflexe est de se demander de quelle molécule on parle juste. Il faut d'abord l'identifier. Première énigme, trouver la formule brute avec un seul indice, le pourcentage en masse d'oxygène. Bon, le truc, c'est d'utiliser la formule générale que l'on connaît pour les alcools, CnH2n plus 2O. On pose une petite équation avec les masses molaires, et la seule inconnue, c'est ce N. On résout ça, et bim, on trouve que N est égal à 3. Et voilà, notre molécule est le C3H8O. Ok, on a C3H8O, mais ce n'est pas tout à fait fini. L'énoncé nous donne une info cruciale. C'est un alcool secondaire. Pour une chaîne à 3 carbones, ça veut dire que le groupe -OH est forcément sur le carbone du milieu. Pas de doute possible, c'est du propanedosol. Et là, il faut avoir un réflexe. Un alcool secondaire, quand ça s'oxyde, ça donne toujours une cétone. Ici, ce sera donc la propanone. Bon, cette grosse équation peut paraître un peu impressionnante, mais la logique derrière est simple. C'est un échange. L'ion permanganate veut capter des électrons et l'alcool veut en céder. Pour que la réaction soit juste, il faut que le compte soit bon. Le nombre d'électrons donnés doit être exactement égal au nombre d'électrons reçus. C'est pour ça qu'on ajuste les coefficients, pour que tout soit parfaitement équilibré. C'est la clé de toute réaction redox. Ah, une question d'observation classique. La couleur finale d'une solution, c'est un super indice sur ce qui s'est passé dans le réacteur. Alors, pourquoi est-ce que ça reste violet à la fin? La réponse, c'est une histoire de réactif. C'est un peu comme une danse. S'il y a plus de danseurs habillés en violet que de partenaires, à la fin, il restera des danseurs violets sur la piste. Eh bien, en chimie, c'est pareil. Le réactif qui est en trop, celui qu'on appelle en excès, c'est lui qui donne sa couleur à la solution. Et on sait que nos ions permanganates sont justement violets. Et voici la preuve par le calcul. Pas de panique, l'idée est simple. On compare les quantités de départ pour voir qui va s'épuiser en premier. On regarde les rapports molaires et on voit tout de suite que celui de l'alcool est plus petit. C'est donc lui le réactif limitant, celui qui est consommé en totalité. Par conséquent, l'ion permanganate est en excès. Il en reste à la fin ce qui explique la couleur violette. C'est logique. On passe à la cinétique. Là, on a un tableau de chiffres. C'est précis, mais c'est un peu abstrait. La meilleure chose à faire pour comprendre ce qui se passe, c'est de rendre ces données vivantes, de les visualiser. On va donc transformer ce tableau en un joli graphique. Chaque point de mesure devient un point sur la courbe, et là, d'un seul coup d'œil, on voit comment la concentration de notre alcool diminue avec le temps. Et ce graphique nous permet de trouver une donnée très importante en cinétique, le temps de demi-réaction, noté T1,5. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le temps qu'il faut pour que la moitié du réactif ait disparu. C'est un super indicateur de la vitesse de la réaction. Pour le trouver, c'est facile. On regarde la concentration de départ sur le graphique, on la divise par 2, on projette sur la courbe et on lit le temps correspondant. Ici, on voit que ça donne 2,8 minutes. Allez, on change de décor pour le deuxième exercice. On quitte la cinétique et on se transforme en détective. On a 4 flacons sans étiquette et une série de tests pour deviner ce qu'il y a dedans. C'est de la pure logique déductive, c'est assez amusant. Voici notre table d'indices. Chaque test, c'est une question qu'on pose à nos molécules. Le premier test, il demande « As-tu un groupe carbonyle ?» Le deuxième, avec le permanganate, c'est un test de résistance. Peux-tu être oxydé facilement? Et le papier pH, c'est la question la plus simple. Es-tu acide? Avec ça, on devrait pouvoir tout trouver. C'est parti pour l'enquête. Premier suspect, le composé A. Indice numéro 1, le test au NaSO3 est positif. Ça veut dire qu'il a un groupe carbonyle, c'est donc soit un aldéhyde, soit une cétone. Indice numéro 2, le permanganate se décolore. Ça, c'est la signature typique des aldéhydes qui s'oxydent très facilement. Le verdict est sans appel, le composé A est l'aldéhyde, le butanal. Autour du composé B. Comme son complice, le test 1 est positif. Il a donc lui aussi un groupe carbonyle. Mais là où ça devient intéressant, c'est que le permanganate reste violet. Le composé B résiste à l'oxydation. C'est le comportement caractéristique d'une cétone. Le composé B est donc la butanone. Élémentaire. Et on termine l'enquête avec C et D. Le composé C ne réagit pas au premier test, donc pas de carbonyle.
Par contre, il se fait oxyder par le permanganate, c'est donc un alcool, le butane 1-ol. Et enfin, le mystérieux composé D. Il ne réagit à aucun des deux premiers tests, mais le papier pH nous dit qu'il est acide. C'est la signature claire d'un acide carboxylique, l'acide éthanoïque. Et voilà, enquête résolue. Pour notre dernier exercice, on passe au contrôle qualité. On va utiliser un titrage pour vérifier la pureté d'un produit commercial, ici des pastilles d'hydroxyde de sodium. C'est une technique super courante dans l'industrie pour être sûr qu'un produit est conforme. Voilà notre objectif. Tout le travail de titrage et de calcul doit nous amener à ce chiffre, 39,6%. C'est bien d'avoir la cible en tête, ça aide à structurer les étapes pour y arriver. On nous propose 3 courbes, mais une seule est la bonne. C'est un peu un jeu des 7 erreurs. Il va falloir observer attentivement pour repérer la courbe qui a le bon profil, celle qui correspond à notre expérience. Alors, la mission, c'est de choisir la bonne courbe. Pour ça, il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on a au départ dans notre bécher? Qu'est-ce qu'on verse goutte à goutte? Et surtout, est-ce que ce sont des réactifs forts ou faibles? Et la seule qui correspond, c'est la courbe B. On vérifie ensemble? Point 1. On part d'une base forte, le NaOH. Le pH de départ doit donc être très élevé, au-dessus de 7. C'est le cas. Point 2. On ajoute un acide fort. Le pH doit donc chuter. C'est aussi le cas. Et le point décisif, le titrage d'un acide fort par une base forte a toujours son point d'équilibre à un pH neutre de 7. La courbe B est la seule qui respecte toutes ces règles. Maintenant, la partie calcul. C'est comme une recette de cuisine. Étape 1. On détermine la quantité d'acide qu'il a fallu verser pour atteindre l'équivalence. Étape 2. Comme la réaction est de 1 pour 1, on sait que c'est exactement la même quantité que la base qu'on avait au départ. Étape 3. On convertit cette quantité en une masse de NaOH pure. Et l'étape finale, on compare cette masse pure à la masse totale de la pastille pour trouver notre fameux pourcentage. Et voilà, on a résolu nos 3 exercices. Avant de se quitter, faisons un petit débriefing. Quelles sont les stratégies gagnantes qu'on a utilisées et qu'on peut appliquer à plein d'autres problèmes de chimie? La clé du succès, c'est vraiment la méthode. Il faut toujours commencer par bien lire l'énoncé pour en extraire toutes les informations. Ensuite, choisir le bon outil dans notre boîte à outils de chimiste. Ne jamais rien affirmer sans le prouver, toujours justifier son raisonnement. Et ne jamais sous-estimer le pouvoir d'un bon schéma ou d'un bon graphique pour y voir plus clair. C'est cette rigueur qui fait toute la différence. Voilà qui conclut notre analyse. Chaque exercice comme celui-ci, c'est une nouvelle corde à notre arc. La vraie question maintenant, c'est de se demander ce qui nous intrigue le plus. La vitesse des réactions, l'architecture des molécules ou la précision des mesures. La chimie est un terrain de jeu immense, à nous de choisir notre prochaine exploration.